bonsoir, bienvenue à tous, merci de nous retrouver pour les aléas du direct le jeudi. C'est politique, c'est économie, mais on parlera également sport, bien sûr. Tenez, je vous présente déjà nos invités. Anne-Yvonne Le Dain est avec nous, députée du Parti Socialiste, députée de l'Hérault, merci d'être avec nous. Bonjour. En face d'elle, Yvan Lachaud, ancien député, Nouveau Centre, UDI, nous en dira quelques mots quand même tout à l'heure, et bien sûr adjoint au maire à la ville de Nîmes. Nous avons également avec nous Frédéric Sall. Il nous a présenté son entreprise comme étant le Facebook des objets. Alors, il nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Ça, c'est pour vous allécher. Concrètement, le grille-pain peut envoyer ses photos à l'alarme. C'est ça? Tout à fait. Exactement. Voilà, enfin, bon, j'ai rien compris, comme d'habitude. Olivier Roiron est avec nous. Bonsoir, Olivier, ça va? Vous avez affûté vos questions là pour nos amis politiques? Bien sûr. Allez, alors c'est parti, on envoie les titres. Marlène, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de tornade. Oui, on revient ce soir sur la tornade qui s'est abattue sur le secteur d'Anduze et de Générargues il y a tout juste un an. De violentes intempéries qui avaient provoqué de sérieux dégâts matériels. Pas moins de 35 toitures arrachées, une cinquantaine d'arbres déracinés. 15 entreprises avaient été touchées par cette tempête avec parfois de lourdes conséquences économiques. Et puis, vous vous êtes intéressé au secours catholique. Oui, des pauvres plus nombreux et toujours plus précaires. Le nombre de personnes en grande difficulté qui s'adressent au secours catholique a augmenté de 21% en 10 ans. Languedoc-Roussillon, une forte hausse qui est marquée par une pauvreté plus intense, qui s'installe dans la durée. Principale population touchée, les femmes et les seniors. On y revient dans notre édition de 19h30 avec Olivier Roiron. Et puis, au Parc Expo de Montpellier, s'est ouvert la Coupe du Monde de Horseball. Oui, alors le Horseball, c'est un sport qui mêle le basket, le rugby et le polo. Donc c'est à voir pour le découvrir. C'est un sport qui est né en France dans les années 70 et qui a gagné l'Europe et une grande partie du continent américain. Après le Portugal en 2008, c'est donc la deuxième Coupe du Monde de la discipline équestre qui se tient en France au Parc des Expositions de Montpellier. Le match de poule ont débuté hier. La France s'est imposée face à la Belgique. Aujourd'hui, elle affronte l'Argentine. Le match est en cours. Et les Français sont les tenants du titre de cette Coupe du Monde et avec la région bien représentée. Attention, on a créé la discipline, c'est plutôt pas mal. Voilà. Faut inventer le sport, comme ça on est champion du monde. Bien sûr d'être champion. Et avec des équipes notamment gardoises, fort bien représentées au niveau national. Un mot de météo ? Oui, ça se dégrade. Demain, il pleut sur une grosse partie du Languedoc-Roussillon. Il faudra aller plus à l'est pour espérer quelques éclaircies. Les températures matinales remontent un peu, 13 à 14 degrés. L'après-midi, il fera 16 degrés à Montpellier et 18 le maximum, notamment à Nîmes. Allez, 18, ce sera pas mal, on s'en contentera. Merci Marlène, 19h pour le rappel des titres et 19h30, bien sûr, pour le journal complet. Mais maintenant, c'est politique. Anne-Yvonne Le Dain pour le Parti Socialiste, Yvan Lachaud pour l'opposition. Nouveau Centre, peut-être dire un petit mot justement, Yvan Lachaud. Aujourd'hui, vous êtes Nouveau Centre. On sait que vous étiez le président du groupe Nouveau Centre à l'Assemblée nationale, l'Assemblée sortante. On parle de l'UDI aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est ? Bon, écoutez, il était normal que les centristes se retrouvent. Effectivement, la proposition qui a été faite par Jean-Louis Borloo, qui est aujourd'hui président du groupe à l'Assemblée nationale, c'est que les radicaux, le Nouveau Centre, l'Alliance centriste et la gauche moderne se rassemblent dans un parti, entre guillemets, nous rappelant l'UDF. Je crois qu'il était important. Il y a une place au centre droit sur l'échiquier politique. Nous souffrions beaucoup de nos chapelles diverses et variées. Et la petitesse de nos mouvements nous fragilisait. Il est clair qu'aujourd'hui, l'UDI est une force importante qui, demain, pourra discuter à parité avec l'UMP. Alors Olivier, on va parler insécurité, on va parler mariage pour tous, on va parler également économie. La semaine a été marquée notamment par la publication du rapport gallois. Simplement une question, si vous le permettez, à Yvonne Le Dain. Est-ce que je dois toujours vous présenter comme vice-présidente de la région Languedoc-Roussillon ? Oui. Donc La réponse est oui. La réponse est oui. Simple. Vous n'allez pas abandonner ce poste-là dans le cadre de... J'abandonnerai ce poste que je n'aurais pas abandonné puisque je voterai la loi. Et je ferai la loi puisque je suis à la commission des lois. Et que moi j'applique la loi. Vous faites partie des élus socialistes justement qui continuent entre guillemets à cumuler, puisque tous ceux qui avaient des postes à responsabilité importante, des postes d'exécutifs et qui étaient en même temps députés, ont abandonné leur poste exécutif. Vous le conservez à la région ? Oui, je fais partie de ceux qui n'ont rien signé et qui ont pourtant été investis
Et donc, si je n'ai rien signé, c'est parce que je ne voulais pas le signer, je reste cohérente. Bon. Mais pour autant, je suis à la commission des lois et je ferai la loi sans état d'homme. Très bien, on Olivier. commence par les sujets justement. Le projet de loi sur le mariage et l'adoption pour tous, qui a passé le premier cap du Conseil des ministres ce mercredi. Prochaine étape, le Parlement pour un débat qui commencera normalement début 2013. Votre sentiment à l'un et à l'autre sur l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe, Monsieur Lachaud? Bien, d'abord, moi je fais partie des gens qui disent qu'effectivement, c'est assez rare pour le remarquer. Le président Hollande a été élu sur un certain nombre de propositions. Peu sont mises en place. Celle-ci va la mettre en place, dont acte, ça me paraît logique que ça vienne en débat. Personnellement, je ne suis pas favorable au mariage, parce que le mariage n'est pas le terme adapté. Mariage vient, il faut quand même respecter un petit peu l'étymologie, mariage vient de matrimonium et de maritare. L'homme qui va chercher, excusez-moi, c'est la femme pour avoir des enfants. C'était comme ça, étymologiquement, le sens du mariage. Je suis favorable à une union civique. C'est-à-dire que, pour moi, il doit y avoir une égalité de traitement, et des couples homosexuels ou hétérosexuels doivent être traités vis-à-vis du passage devant le maire, par exemple, de la même façon. Pour moi, donc, c'est une union civique pour laquelle je suis favorable, mais non pas pour le mariage. L'adoption? Je ne suis pas favorable à l'adoption parce que je pense que là, le législateur n'a pas à prendre position pour un enfant qui, lui, n'a rien demandé. On ne parle pas des adultes. Dans l'adoption, on dit, voilà, tel enfant, il va avoir tel papa, ou telle maman et telle maman. Et je pense qu'aujourd'hui, un enfant, le législateur, il a à protéger cet enfant-là et à dire, et je respecte parfaitement les couples homosexuels. C'est simplement que le législateur n'a pas à prendre une décision pour un enfant mineur qui n'a pas la possibilité de s'exprimer. Annie-Van Ledun. Sur ce dernier point, je voudrais quand même signaler que depuis les années 60, les célibataires peuvent adopter. Et donc, un célibataire qui adopte, l'homme, il avait ou un maman, ou une maman, ou un papa. Il n'y avait pas de famille au sens... La famille, c'était une famille, le parent... La notion de famille a évolué, c'est ce que vous voulez dire. La notion de famille a évolué, et la notion d'adoption par un seul parent, et non pas par une famille avec un couple homme-femme, ça date des années 60. Oui, absolument. Hein. Donc, moi, je vois... L'important, je pense, c'est qu'un enfant qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de parents, qui est adoptable, selon les règles, hein, où les parents sont en incapacité de l'élever ou n'ont pas de parents, tout simplement... eh bien, l'important, c'est qu'il ait une famille. Et que ce soit, et je pense sur le fond, que l'important, c'est le rapport à l'éducation, rapport à une famille, à une cellule, à un endroit où on est chez soi et où on est bien, et que ce soit un couple hétérosexuel, ce qui est très classique, un homme ou une femme seule, comme c'est le cas pour ceux qui sont célibataires et qui veulent adopter, ou un couple homosexuel, je trouve que l'important, c'est le concept de famille, et que cet enfant est un lieu à soi qui lui appartienne à l'enfant. Et que des adultes aient envie que cet enfant soit le leur pour la vie, parce qu'on est parents à vie. Moi, j'ai 3 enfants et je suis maman à vie. Et je trouve ça quand même une belle chose. Et le mariage aussi donc, le mariage, moi, je suis très favorable au mariage pour tous. Je pense que le mariage, nonobstant que l'étymologie latine qu'on vient d'évoquer, le mariage est un concept civil. Le reste relève des religions. Et les religions, dans le cas de la laïcité, elles font ce qu'elles veulent. Mais là, on parle du mariage civil qui est défini par l'État et par la loi. Qu'ensuite les églises, toutes les églises ou certaines églises ne souhaitent pas marier à l'église un couple homosexuel, c'est leur choix. Mais on est dans une époque, d'ailleurs je crois que les Français le sentent, ils sont favorables majoritairement à ça, 58 ou 60%, parce qu'il y a dans beaucoup de familles des situations d'homosexualité, pas dans toutes, mais à un moment donné, tout le monde a traversé ces moments-là. Et je crois que tout le monde y est favorable maintenant. Yvan Lachaud, une dernière question pour ne pas passer le débat là-dessus. Vous êtes adjoint au maire. Si demain on vous demande d'unir un couple homosexuel, vous le faites? Alors je vais vous dire, d'abord, je trouve qu'aujourd'hui, qu'un élu de la République puisse répondre « je ne respecterai pas la loi », c'est pour moi quelque chose d'inconcevable. Je suis un homme d'éducation, on demande à des enfants tous les jours de respecter la loi et toute la loi. Si on est élu de la République, alors on respecte la loi. Ça veut dire qu'on met en place dans sa mairie le fait qu'on puisse marier des couples homosexuels si cette loi est votée. Ceci étant,
je voudrais dire à madame que moi aussi j'ai 4 enfants, je suis papa à vie. Je pense qu'un enfant, naturellement, il a un papa et une maman. Et ce qui me dérange effectivement dans le problème de l'adoption, c'est que c'est pas au législateur de traiter ce genre de choses. Cet enfant, il ne peut pas parler là. Il a quelques mois, il a quelques années, je ne sais pas. Il ne peut pas parler. C'est ce qui me dérange. Je pense que dans le débat référendum, j'ai entendu qu'on demandait référendum. Le président est élu, vous avez une majorité, elle est là pour mettre en place son programme. Ouvrez simplement le débat sur le fait de l'union civique. Sortez des termes comme ça. Là où je vous rejoins, c'est que les églises, effectivement, ont à traiter le problème religieux. Et il est normal que l'église catholique, je suis un catholique engagé, prenne ses positions. Ça ne me dérange pas qu'elle le prenne. Mais il est normal, moi je suis favorable à une union civique. Sortez du terme mariage et vous verrez, il n'y a plus de débat. Mais pourquoi ne voulez-vous pas utiliser le mot mariage, qui est un mot qui est dans le droit français? Mais parce que... Il n'est pas seulement chargé d'histoire. Mais si, c'est un mot qui construit une vie sociale ensemble dans une société. Il y a des gens qui veulent que la société dise oui, vous vivez ensemble et vous vous êtes engagés mutuellement l'un envers l'autre. C'est tout. Vous savez que les mots pèsent. Le mariage, c'est ça. Vous savez que les mots pèsent. N'utilisez pas le mot mariage, il n'est pas adapté à ça. Ah, mais moi j'utiliserai le mot mariage parce que le mot mariage a été désacralisé par la création du mariage. Quand je vous dis le mot mariage n'est pas le seul mot qui aura évolué dans l'histoire et se soit éloigné de son sens. Quand je vous dis mariage, je ne vous parle pas que sacralisation des choses. Je vous parle de mais les mots changent, le vocabulaire change, les concepts changent. Comment dire, acceptons que les mots changent. Nous avons une divergence. Si j'étais parlementaire, je n'aurais pas voté le mariage. Je suis pour une union civile. Par contre, ça c'est clair. C'est un débat dont on entendra parler en tout cas dans les prochains mois. Il y a quelques jours, Annie Vaudelaudin, vous nous avez fait parvenir aux rédactions un communiqué en réaction à ce qui s'est passé au Petit Bar, donc dans ce quartier de Montpellier, avec cette agression sur un policier de la BAC. Et vous avez accusé dans ce communiqué la politique du gouvernement précédent et du président de la République précédent, Nicolas Sarkozy. Vous pouvez nous préciser votre pensée? J'ai souhaité souligner le fait que le gouvernement précédent avait supprimé 12 500 policiers et gendarmes en France en 5 ans. Et que donc la police de proximité, la police dans les quartiers avait disparu. Et donc les polices étaient on nous avait dit qu'ils allaient lutter contre le grand banditisme. On n'a jamais eu autant de gens attaqués par balles. On n'a jamais eu autant de petits banditismes et de vraies violences. Je pense aux vieilles dames qui se font arracher leur collier en or, par exemple. C'est arrivé à ma propre belle-mère. Donc on n'a jamais eu autant de petits banditismes, de petits vandales qui font beaucoup de mal et mettent en danger la vie des gens. Ça a été au-delà, puisque ce policier a vraiment été pris à partie de manière extrêmement violente, avec des blessures très très graves, une invalidité de 90 jours quand même. Hein. La réponse du gouvernement, ce sont notamment les zones de sécurité prioritaires. J'en ai demandé une. Le préfet également, le maire de la maire de Montpellier et le président de l'agglomération aussi. Et moi, j'ai demandé une zone de sécurité. Pour certains quartiers de Montpellier. Oui. Yvan Lachaud, ces zones ont commencé à être installées, notamment dans le Gard, à Vauvert, à Saint-Gilles, dans l'Hérault aussi, Moguio, Lunel. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation de la sécurité? Et puis, est-ce que cette solution de zones de sécurité prioritaires avec des moyens particuliers vous satisfait? C'est un débat important, c'est un sujet qui mérite réflexion et respect. D'abord, Madame parlait tout à l'heure du gouvernement précédent. Moi, j'étais choqué des propos de Madame Taubira concernant la mansuétude vis-à-vis des jeunes délinquants. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous été des adolescents, et lorsqu'un adolescent commet un acte, un délit, il doit être sanctionné immédiatement. On a ouvert à Nîmes, il fonctionne encore un établissement qui reçoit les délinquants le soir même. Il faut que ces enfants-là soient punis et on ne doit pas les laisser dans la rue. Ceci étant, sur le reste, tout ce qui pourrait être mis en œuvre pour lutter contre cette petite délinquance qui effectivement fait aujourd'hui monter les extrêmes, c'est pas un problème de gauche ou de droite. Si on en est là aujourd'hui, c'est que les partis socialistes ou la droite modérée au pouvoir ont tous échoué depuis 30 ans dans le pays, d'accord? Ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui on a besoin de sévérité. Il faut mettre des policiers à nouveau dans les quartiers. Il n'y a pas que des policiers, attendez. Il y a pas que la partie. Il y a un travail en amont qui est à faire au niveau de l'éducation et du suivi des familles, etc., etc. Mais après, la sanction, elle fait partie de l'éducation. Et ce jeune adolescent-là, il doit être sanctionné, mais immédiatement. Il n'y a pas à traîner. Quand vous voyez des jeunes qui sont relâchés le soir même, c'est inadmissible. On creuse leur propre tombe.
Non, mais je partage beaucoup de choses. Mais personne n'a dit qu'il fallait les remettre en liberté. Et personne n'a dit qu'il fallait non plus ne les laisser croupir dans les prisons. Laissez-moi terminer. Je constate aujourd'hui que les établissements publics fermés que vous aviez mis en place ne sont remplis qu'à 65%. Pendant ce temps-là, dans les quartiers des mineurs des prisons, où il n'y a pas d'éducation, il y en a 2 ou 3 qui dorment sur des matelas par terre. Oui. On préfère les laisser dans les prisons plutôt que de les mettre dans ces établissements publics fermés, les EPF, où ils doivent recevoir une éducation, où il y a un travail entre la partie éducative et la partie répressive. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut véritablement, ce sont des jeunes. La France s'honore d'avoir une législation très particulière pour les mineurs, qui date de 1945 et du général de Gaulle, et qui fonctionne. Et qui fonctionne bien. Donc on est dans des sociétés qui ont changé. On est bien conscient qu'il y a plus de violence, qu'il y a aussi, chez les jeunes, il y a peut-être eu moins d'éducation et il y a moins de verrous, il y a moins ils se laissent plus facilement aller à des choses difficiles et douloureuses. Donc il faut véritablement remettre en face de l'éducation et de la répression. Ensemble, ce sont des mineurs. Pour les moins de 18 ans. Et pour les 18-21 ans, il faut continuer à accompagner. Et ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il faut les remettre dehors, mais ça veut dire qu'il faut remettre du droit, de la loi et de la police. Écoutez, Monsieur Hollande avait promis d'aller dans le sens des centres éducatifs fermés. Là, une des premières décisions de Mme Taubira, c'est de dire je ne vais pas les augmenter. Écoutez, si on fait le tour, j'ai tourné pendant 6 mois sur le territoire dans les centres éducatifs fermés, dans les établissements pénitentiaires pour mineurs, parce que les établissements pénitentiaires pour mineurs, il y en a 6 sur le territoire français et ils sont saturés aujourd'hui. Ce sont des lieux où il n'y a pas que de la répression, il n'y a pas que de la sanction, il y a de l'éducation en même temps. À mon avis, il faut les développer parce qu'on a besoin de sortir ces jeunes de leur propre quartier qui ne sont plus des porteurs pour eux, qui sont destructeurs pour eux, et essayer de les reconstruire pour éviter la prison. La prison n'étant absolument pas la solution pour eux. Mais en pratique, aujourd'hui, ils sont en prison et dorment par terre sur des matelas. Non, voilà. Ceux qui sont dans les centres éducatifs fermés, ça fonctionne bien. Vous me parlez de ceux-là. Je vous parle de ceux qui sont en prison. J'étais encore récemment qui dorment par terre sur des matelas. Animer une soirée avec donc de toute façon, il faut quand même, il faut les retirer de la société et il faut les mettre dans une situation de sanction et d'éducation. Et ça, c'est fondamental. On est d'accord. Vous vous retrouvez sur le point. Peut-être un troisième point, là, on ne sait pas si vous allez vous retrouver, c'est l'économie. Monsieur, on n'a que quelques minutes, on ne va pas faire le tour de la compétitivité française en 3 minutes. Mais donc, il s'est passé un événement très important en début de semaine, la remise au Premier ministre du rapport gallois, des décisions annoncées. On imagine qu'elles n'ont pas été conçues dans la nuit, mais bon, en tout cas, elles ont été annoncées très rapidement derrière. Yvan Lachaud, vous êtes rassuré pour l'économie française par ce qui a été proposé par Jean-Marc Ayrault? Écoutez, moi je suis ravi. Parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'avait annoncé M. Hollande, c'est l'application du programme de l'ancienne majorité est proposée par Nicolas Sarkozy. Puisque j'avais entendu M. Hollande dire la TVA, jamais. C'est un scandale. La TVA, c'est un impôt injuste. Je reprends les propos, je peux vous retrouver même la date pendant sa campagne. Aujourd'hui, augmentation de TVA 19,6 à 20. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est évident. Quand je vois aujourd'hui qu'on fait des propositions de crédit d'impôt par rapport aux sociétés, très bien. Moi, je suis ravi. J'applaudis dès demain. Simplement, ce que je dis, c'est que par rapport aux propositions du programme de M. Hollande en tant que président de la République, il y a tromperie vis-à-vis des Français. Puisque c'est exactement ce que nous proposons. La gauche est arrivée au pouvoir, on diffère le problème de la TVA sociale, on annule immédiatement. On y revient peu à peu, puisqu'on nous annonce qu'il va y en avoir assez rapidement. Taxe carbone, on remet ça en 2014. Voilà, très bien. Donc, écoutez, je dis... très bien, donc ce que nous disions par le passé n'était pas si faux, et on voit qu'effectivement la gauche y va droit devant. Annie-Maud Ledin. Je ne partage pas du tout. Je voudrais simplement rappeler... Vous n'êtes pas contente de ce soutien? Non. Enfin, non, tant mieux, mais ils ne voteront pas, donc c'est le... Qui sait? Monsieur Lachaud ne pourra pas voter. Oui. Mais moi, je constate d'abord que François Hollande, d'emblée, on a consolidé la place de l'euro et on a considéré que l'Europe était un endroit incontournable et qui nous permettrait de peser dans la compétition mondiale qui, quand même, se situe aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, entre les USA, la Chine, le Brésil et le Japon. Donc, on a encore une place à prendre là-dedans. Donc, consolider l'euro, c'était nécessaire. Et on a obtenu, au travers du traité européen, la notion de la remise du concept de croissance dans le dispositif. Ça, c'est fait. La lutte contre les déficits publics, on l'a engagée. Vous avez creusé le déficit de plus de 600 millions d'euros en 5 ans. Nous avons un déficit public d'1,8 milliard actuellement en France. Il y en avait
plus que ça, excusez-moi, 1800 milliards, on a gagné 800 millions en 5 ans. Retraite comprise. Bravo, magnifique, superbe réussite économique. Parallèlement, toutes les allègements de charges que vous avez mis en place, dont vous venez de parler, on dirait sur les entreprises, elles s'appliquaient à partir de 1,6, de 4, voire plus en matière de rapport au SMIC. Le choix que nous venons de faire en matière de TVA, c'est très différent, c'est 4 fois moins. Avant, on passait de 19,6 à 21,6. 21,4. On mettait passé à 20 et puis de 7 à 10. On passe à 0,4. C'est pas du tout la même chose, puisque vous ne pouvez pas faire comparer les masses, puisque ça n'est pas la même chose. Ensuite, on est contraint par 2 choses, qui sont le fait qu'on a droit qu'à 3 taux de TVA. Par ailleurs, nous baissons la TVA sur les produits de première nécessité qui vont concerter, que ce soit dans les 2 cas, les salaires, les gens qui ont peu de moyens, c'est les petites classes, les classes moyennes et les classes populaires. Et c'est la grande différence. Vous aidiez les gens aisés à consommer plus. Mais si. Nous, on aide tout le monde à consommer plus et mieux. La vraie question et le grand sujet aujourd'hui, c'est la décision qu'on a prise par rapport de faire un crédit d'impôt pour toutes les entreprises. De manière à aider l'industrie, bien sûr, mais aussi à aider toutes les entreprises qui aident les industries. Une économie, c'est un tout. Justement, il faut remettre le moteur économique en route. Voilà. Simplement, je profite, je ne veux pas le piéger, mais bon, on a un chef d'entreprise, un jeune créateur d'entreprise avec nous. Est-ce que vous... Parce qu'il est pointu, il fait des trucs assez bizarres là. Est-ce que vous avez compris ce qu'a proposé Jean-Marc Ayrault? Bon, pour ma part, j'ai rien compris, mais j'ai pas dû bien lire. Mais est-ce que vous avez compris la mécanique avec le crédit d'impôt, mais peut-être, mais si, vous avez compris vous? Alors, le crédit d'impôt, c'est vrai que c'est quelque chose que l'on connaît au niveau entreprise, puisqu'on l'utilise déjà, j'allais dire. Après, la mécanique nouvelle qui a été mise en œuvre, effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir creuser dans les prochaines semaines pour essayer de bien étudier. Un bon expert comptable pour essayer d'étudier ce qui est faisable. Non. Mais ça me semble toutefois, quoi qu'il arrive, ça me semble une bonne, quelque part une bonne nouvelle, une bonne démarche d'aller vers les entreprises. Voilà ce qu'on a retiré au niveau chef d'entreprise, par contre. Non, c'est pas si difficile que ça. Et l'avantage, c'est que ce que nous dit la droite, c'est qu'ils veulent des allocations de charges. Les allocations de charges, ça donne lieu à des négociations qui n'en finissent pas et qui sont à peu près d'une complexité telle qu'il en faut toujours plus. Là, un crédit d'impôt, c'est clair, ça sera sur le budget de l'État en 2014, mais ça s'appliquera pour les entreprises dès 2013. Et c'est sur la masse salariale de l'entreprise. Donc, il y a un crédit d'impôt sur l'ensemble de la masse salariale de l'entreprise qui est automatique et qui va leur donner de la trésorerie. Il faut donner rendez-vous aux Français en 2013 pour qu'ils découvrent leur nouvelle fiscalité. 2014. Y compris même fin 2013, lorsqu'ils vont déclarer, ils vont voir tout ce qui n'est plus possible au niveau des déductions fiscales. Et ils vont se rendre compte effectivement de l'impact. Mais la droite, vous avez été les champions des impôts. Sur un autre terrain. Oui, sur un terrain plus grande spécialité d'Olivier Roiran, la politique locale, si vous le permettez. Et les municipales de 2014. Ah, pourquoi pas, tiens, ça faisait longtemps. Tiens donc. Voilà. Donc, on va donner des nouvelles de Patrick Vignal, député PS, comme vous, à niveau de Ledin, conseiller municipal aussi à Montpellier, très en colère le 30 octobre dernier, durant le conseil d'Aglo, contre votre suppléant à niveau de Ledin, Philippe Sorel, lors du débat sur, notamment, on a beaucoup parlé de la marque Montpellier Unlimited. Il intervient après Philippe Sorel qui dénonçait, je cite, une campagne de promotion du président de l'Aglo à travers cette nouvelle marque. Écoutez Patrick Vignal. Tu vois, mon ami Philippe, quand il te dit l'héritier de Georges Frêche, tu ne peux pas l'être. Il était courageux. Lui n'était pas capable de voter contre une assemblée. Lui ne votait pas, il ne s'abstenait pas au budget d'André Désigné au Conseil général où tu n'as jamais siégé au groupe. Il ne faisait pas de pétition contre Anne Mandrou avec 23 élus et 5000 personnes du quartier. Et surtout, ne permet pas tout ça. Et c'est pour ça que je le dis, vous pouvez brailler derrière. Je trouve que vraiment, c'est très petit. Très en colère. Belle ambiance à la majorité. C'est tendu à Montpellier quand même. Un peu. Un petit peu. Oui. L'élection du premier fédéral, premier secrétaire de la fédération PS, vous voterez pour qui le 15 novembre? Je crois que ça résoudra beaucoup de choses. Ouais. Et sur le fond, je voudrais quand même souligner que nous qui sommes députés aujourd'hui, nous avons dans une fédération dont moi j'ai été exclue pendant 3 ans, parce que j'étais sur la liste de Georges Frêche et je m'en honore. Ça a été un compromis compliqué, vous le savez tous, et nous n'avons pas été désignés par les militants. Voilà. Je le regrette, mais c'est comme ça. Si on avait dû être désigné par les militants, je ne l'aurais pas été puisque j'étais exclu du parti. Là, je pense que c'est l'occasion ou jamais de redonner la parole aux militants.
et qu'il faut je pense que les grands élus, comme on dit aujourd'hui, ça me plaît pas beaucoup non plus comme terme, auraient raison de savoir se taire et de leur faire confiance. La sagesse parle. La vraie bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir un rajeunissement du dispositif, puisque le futur Premier fédéral sera beaucoup plus jeune que tout le monde. Votre candidat, c'est ? J'ai dit que si je vous disais mon candidat, ça veut dire que je parlerai au nom des militants. Je leur laisse la parole. Oh, on va écouter Stéphane Rossignol à présent. C'était le concurrent de Patrick Vignal, le concurrent malheureux pour les législatives sur la 9e circonscription de l'Hérault. Alors, il répond à Patrick Vignal, parce qu'on avait reçu Patrick Vignal il y a quelques temps sur le plateau. Il répond... Ça reste chaud entre eux. Hein. Ça reste un peu chaud. Il indique aussi qu'il n'est pas candidat au municipal de 2014 à Montpellier. C'est une information importante. Il est candidat à la Grande Motte, mais qu'il s'intéresse quand même à la situation tourmentée de la capitale régionale. Écoutez. Dans ma circonscription, cette 9e circonscription de l'Hérault, eh bien, nous avons à sa tête Casper, un vrai fantôme, un député absent totalement. Montpellier est un peu la reine des prochaines élections, la reine mère des prochaines élections. C'est à partir de là que la reconquête va pouvoir commencer. Et il faut que la droite, face à cette triste image que donne aujourd'hui la gauche, avec tous ces cheffaillons qui veulent un bout du gâteau montpelliérain, on a l'impression que Montpellier, il n'y a plus personne qui tient le navire, que tout part à la dérive, un conseil municipal où les adjoints sont candidats contre leur maire, un président d'agglomération qui aujourd'hui fait des campagnes pour préparer les municipales. Donc le PS aujourd'hui est totalement implosé. Et donc je dis qu'il faut vraiment impérativement que la droite s'organise. Aujourd'hui, moi j'ai demandé à Jacques Domergue, qui est notre leader naturel, de se prononcer le plus rapidement possible. Je sais qu'il a des contraintes professionnelles, mais il faut que la droite sache clairement derrière qui elle doit demain partir au combat. Voilà la position du maire de la Grande Motte sur Montpellier. On profite d'avoir Yvan Lachaud, deuxième adjoint à la mairie de Nîmes. Comment ça se passe, la préparation des élections municipales? Je pensais que vous aviez une vidéo, non, sur le conseil municipal de Nîmes. Vous n'avez pas? Non. Je me trouve un peu lésé, là, je trouve. Mais on vous est en direct, donc regardez, vous pouvez... Mais je le comprends, hein. À Nîmes, tout va bien. Municipal à Nîmes, vous êtes candidat? Écoutez, le maire actuel est sortant et avait pris l'engagement de faire 2 mandats. Et il est aujourd'hui cumulard, puisqu'il est sénateur et maire. Donc il a un choix à faire. Je pense que dans la vie, il faut savoir partager. Moi, j'ai toujours été pour l'union. Je souhaite effectivement m'intéresser encore de plus près à la ville de Nîmes, oui, c'est clair. Mais ben, ce sera le mot de la fin de cette séquence. Niveau de Ledin, candidate. Vous êtes candidate à la mairie de Montpellier. Moi, pour l'instant, on a une fédération à reconstruire et il n'y a que les militants qui m'intéressent. Et parce qu'après, je pense qu'il faut aller vers des primaires. Partout en France. Et je crois que ce serait bien, c'était un bon système. Merci à tous les deux. Allez, on marque une courte pause. On est très en retard, mais on en a profité. On fait la pause, on se retrouve pour les titres.